l'ancien monde. Un monde où les enfants jouaient dans la rue. Un monde où nous étions libres de nous rencontrer, de s'aimer, de faire la fête. Un monde où nous pouvions nous exprimer en toute liberté. Un monde où nous étions libres de faire des choix. Choisir comment nous voulions vivre, comment nous voulions mourir, de la manière dont nous voulions nous soigner. Eh bien, ce monde n'existe plus. Et ne reviendra plus. Ne croyez pas que ce soit les gouvernements qui ont pris le peuple en otage, non. Eux aussi le sont, pris en otage. Nous entrons dans une nouvelle ère sous la base d'un virus inoffensif pour la plus grande majorité de la population mondiale. Les entreprises privées et les multinationales prennent petit à petit le contrôle de notre monde, prennent le contrôle des États, des décisions politiques, de nos impôts, de nos comportements et de plus en plus le contrôle sur nos vies. Dans cette vidéo, nous allons regarder l'autre côté de cette pandémie, les vrais enjeux derrière cette mascarade planétaire, le plan admirablement orchestré qui est mis en place pour construire un nouveau système. Tout d'abord, posons les fondations. Ceux qui gèrent le monde aujourd'hui sont les hommes et les femmes les plus riches du monde. Pour être précis, 26 d'entre eux détiennent autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit presque 4 milliards de personnes. Regardez, 26 personnes d'un côté et 3,8 milliards de l'autre. Le gouffre entre ces deux mondes a de quoi faire frémir, non ? Je ne pointe pas ici la richesse, car après tout, tout le monde a le droit d'être riche financièrement. Mais je pointe les écarts qu'il y a entre les très riches et les très pauvres, et la manière dont ces écarts sont créés. Si les très riches peuvent s'enrichir toujours de plus en plus au profit des pauvres, c'est simplement grâce aux dirigeants de nos pays qui leur offrent des facilités, principalement sur les impôts et taxes, devenant pratiquement inexistants pour certains. Par exemple, Amazon, qui ne paye pas d'impôts aux USA, alors que Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, est l'homme le plus riche du monde. En 2019, Amazon a tout de même réalisé un bénéfice de 10,1 milliards de dollars. Je ne parle pas de chiffre d'affaires, mais de bénéfices. Et avec ces bénéfices, Amazon a bénéficié de 129 millions de dollars de réduction d'impôts. Il y a aussi Google et Facebook qui payent des impôts ridiculeusement faibles par rapport à leur chiffre d'affaires et à leurs bénéfices effectués en France. Je pourrais vous en citer d'autres. Je pense par exemple à Luc Besson au mois d'août de cette année qui a bénéficié d'un effacement de sa dette personnelle par la Caisse des dépôts de la Banque de l'État français d'un montant de 45 millions d'euros. Si vous aviez une dette de 500 euros seulement, non payée aux impôts ou à votre banque, dans la semaine suivante, vous aurez les huissiers qui vont vous harceler. D'autres non. Il faut dire que l'ancien banquier de Luc Besson à la banque Rothschild, c'était Emmanuel Macron. Mais d'où vient l'argent de la Caisse de dépôt ? La Caisse des dépôts efface la mégadette de Luc Besson, qui est un proche de Macron. EuropaCorp, la société de production de Luc Besson, en faillite, avait un accord avec la Caisse des dépôts et des consignations sur un prêt de 45 millions d'euros. Besson avait mis sa fortune personnelle regroupée dans sa société, une holding perso, en garantie de ces 45 millions. Là où n'importe quelle banque aurait tenté de récupérer tout ce qui était possible, la Banque de l'État français a décidé tout simplement d'effacer sa dette, soit 45 millions. Mais là, c'est l'argent. D'où vient l'argent ? Faut le dire, il faut le rappeler à nos téléspectateurs. Des impôts, de nos impôts. Oui. Donc c'est là, en fait, on a filé 45 millions de nos impôts à Luc Besson, voilà, et on s'assoit dessus. Ouais. Et je résume, hein. Les impôts et l'épargne aussi. Oui, mais l'épargne et tout, bien sûr. Mais enfin bon, c'est une de baba, hein. Nous ne verrons certainement pas un film de Luc Besson venant traiter de la négligence gouvernementale sur la gestion de la crise de Covid, mais il fera sûrement un film déclarant la fin du monde à cause d'un virus ayant comme seule issue possible la vaccination. Allez, un dernier exemple pour que vous puissiez bien comprendre le maillage de fond. Vous connaissez le groupe Altis avec son fondateur Patrick Drahi, qui regroupe BFM TV, RMC, SFR, l'Express, l'Étudiant et tout un tas d'autres entreprises d'information et de communication. Son action était à 24 € en 2015. Et aujourd'hui, elle ne vaut plus que 4 €. Je vous laisse imaginer la perte phénoménale pour toutes les personnes qui ont investi dans ces actions Altis. Drahi a fait un coup de maître ici. Il introduit Altis Europe en bourse en 2015
avec de belles promesses. Des millions de personnes achètent les actions à 24 €. Et maintenant, il décide de tout racheter, de passer Altice à titre privé. Et il dit à tous ces actionnaires qui ont acheté l'action à 24 € qu'ils veulent faire un geste en rachetant l'action, non pas à 4, mais à 4,11 €. Le groupe a une dette du coup de 24 milliards et il va racheter ses actions à hauteur de 5 milliards. Grâce à qui? Grâce à la BNP qui va lui prêter de l'argent. Il faut comprendre que Macron a besoin de l'aide des médias de masse comme BFM, comme l'Express, comme Libération pour se faire réélire. Voilà pourquoi la BNP est dans le coup. Et quand j'entends par un ami professionnel de la construction immobilière que les banques ne prêteront plus d'argent aux personnes qui n'auront pas d'apport pour construire une maison individuelle, on parle d'un toit pour vivre sa vie là, et d'un apport juste de 10 000 € seulement. Mais ces mêmes banques prêtent de l'argent à des personnes qui sont surendettées à hauteur de 24 milliards d'euros et dont le groupe a vu ses actions chuter d'une manière extraordinaire en 5 ans seulement, de 24 € à 4 €. Vous commencez à faire le lien lorsque je vous dis que ce n'est plus les lois qui gèrent le monde, ni les gouvernements, ni la politique, mais uniquement les multinationales et les grands groupes financiers. Et que toute décision politique, même celle prise pour une pandémie qui n'existe pas, est assujettie à un plan pour continuer à agrandir les écarts entre les très riches et les très pauvres et supprimer la classe moyenne dont vous et moi faisons partie. Ouvrez les yeux. On ne s'occupe pas des très pauvres pendant cette pandémie. D'ailleurs, on n'en parle pratiquement pas aux infos. On soutient les plus riches et ceux depuis le début de la pandémie. On restreint les libertés de toute la classe moyenne en les empêchant de continuer à gagner leur vie et de vivre convenablement. Et comment arrive-t-il à faire ça? Tout simplement car aujourd'hui, 1% des plus riches détiennent 48% des richesses mondiales. En 2019, il y avait 388 milliardaires qui détenaient autant de richesses que la moitié la plus pauvre de la population. En 2011, ils étaient 177. En 2012, 159. En 2013, 92. En 2014, 80. Et en 2020, aujourd'hui, 26. Et si vous regardez la courbe qui était prévue depuis le crash de 2008, d'une projection issue du rapport d'Oxfam, qui date de 2015, vous pouvez voir qu'elle se réalise parfaitement aujourd'hui en 2020. La volonté de créer les écarts entre la classe sociale était déjà préméditée et aujourd'hui c'est une réalité. Mais alors, ces 26 élus qui gèrent le monde aujourd'hui, qui sont-ils? Il y a Jeff Bezos d'Amazon, avec une fortune à 112 milliards de dollars. Ensuite, Bill Gates de Microsoft, 90 milliards de dollars. Warren Buffett et Bernard Arnault pour 72,2 milliards de dollars. Mark Zuckerberg pour 71 milliards de dollars. Amancio Ortega d'Inditex pour 70 milliards de dollars. Steve Ballmer, l'ex de Microsoft, pour 69,6 milliards de dollars. Carlos Slim de Magna Telephone, 67,1 milliards de dollars. Et puis il y a Charles et David Koch pour tous les deux 60 milliards de dollars chacun. Larry Ellison d'Oracle pour 58,5 milliards de dollars. Michael Bloomberg pour 50 milliards de dollars. Larry Page de Google pour 48,8 milliards de dollars, mais aussi Sergey Brin de Google aussi pour 47,5 milliards de dollars. Jay Walton pour 46,4 milliards de dollars, Robin Walton 46,2, Alice Walton, les trois de Walmart pour 46 milliards de dollars. Mao Ateng de Tencent pour 45,3 milliards de dollars. Il y a Françoise Bettencourt-Meyer de chez L'Oréal pour 42,2 milliards de dollars. Mukesh Ambani de Reliance Industries pour 40,1 milliards de dollars. Jack Ma de Alibaba, 39 milliards de dollars. Sheldon Adelson, promoteur, 30,5 milliards de dollars. Wakayan d'Evergrande pour 29 milliards de dollars. Li Ka-shing, promoteur amateur, 23 milliards de dollars. Lee Shoki de Anderson, 26,8 millions de dollars. Wang Jialin d'Allianz Wanda Group pour 14,2 milliards de dollars. Nous sommes dans l'ère où les écarts entre pauvres et riches s'accroît de jour en jour. De plus, il faut savoir que leur richesse croît de plusieurs millions de dollars chaque jour. Mais alors, me direz-vous, quel lien y a-t-il entre ces milliardaires et la crise sanitaire? Il faut comprendre que ces milliardaires ont un poids énorme sur les gouvernements, sur les médias. La chose est simple, ils peuvent acheter toute personne qui a un prix. Nous l'avons vu lorsque Bill Gates a fait un don au monde de 2 millions de dollars. Vous n'entendrez jamais, bien sûr, le monde mettre à mal ou douter de Bill Gates ou de toute entreprise gravitant autour de Bill Gates. Ni aujourd'hui, ni demain. Le monde est donc corrompu. Et
leurs infos sont donc à la hauteur de leur corruption. Vide. Vous comprenez maintenant pourquoi BFM, l'Express et autres médias ne diront jamais aux infos des réalités sur ce que nous vivons. Car tout suit une logique implacable. Le président et les hommes d'État ont besoin des médias pour se faire élire. Les médias ont besoin de fonds pour exister. Et l'argent se trouve dans une poignée de main. Donc plus très difficile à aller le chercher. Ce que vivent ces médias, c'est ce que chacun d'entre vous, qui vivez dans la peur, vit au quotidien. Vous désirez continuer à avoir de l'argent demain et à pouvoir exister, alors écoutez nos décisions sans broncher. Pour les médias, c'est la même chose. Vous voulez continuer d'exister, vous voulez qu'on vous annule vos dettes, alors dites ce que nous vous demandons de dire. En fait, tout le monde, à tous les niveaux, est pris en otage par ces multinationales. Le monde est devenu un business rentable pour une poignée de personnes seulement. Et tous les humains sur cette terre, qui ne sont pas ces 26 personnes, tous sans exception, sont devenus des produits à haute valeur ajoutée. Et si vous dites, moi, non, je ne suis pas un produit, alors vous vous mentez à vous-même. Il ne se passe pas une seule seconde où vous ne dépensez pas d'argent. Pour regarder cette vidéo, vous devez payer votre téléphone, l'accès à Internet, l'usure de chaque objet chaque jour, l'usure de vos vêtements. Même en dormant, nous sommes un produit de consommation, avec le chauffage pour ceux qui vivent dans les pays froids, ou une clim ou un ventilo pour ceux qui vivent dans les pays chauds. Et it's ok. Nous sommes arrivés là, dedans, dans un système qui a été construit ainsi. Et nous devons rendre grâce de nous en rendre compte. Car l'éveil de conscience est le début de la révolution. En mars, j'avais fait une vidéo qui s'appelait « L'enfumage médiatique », qui a comptabilisé plus de 300 000 vues en quelques jours et a été supprimée très rapidement par YouTube, qui parlait avec des visuels et des études précises de ce que nous montraient les médias par rapport au virus, pour cacher en fait le réel sujet de cette pseudo-pandémie, qui est tout simplement un effondrement programmé et prémédité de notre système économique et financier. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, il se fait de plus en plus présent. Alors que tout le monde porte son regard sur le virus, sur les masques, sur les décisions dictatoriales, la machine est en marche pour faire tomber ce système économique et financier, et elle est déjà d'ailleurs bien avancée, et apparemment ira jusqu'au bout. La presse est en danger, la finance est en danger, les banques sont en danger. Mais les entreprises des multimilliardaires, elles, s'enrichissent en s'entourant de toute une armée d'entreprises et de personnes qui ont de l'influence et étendent leur pouvoir pour faire s'effondrer un système qui ne leur convient plus, pour en créer un à leur convenance. Oui, notre système s'effondre, et nous l'entendons maintenant aujourd'hui dans la bouche de certains hommes politiques français. Je soutiens Nicolas Dupont-Aignan parce que je pense qu'il est l'un des mieux placés aujourd'hui pour essayer d'inverser ce processus de destruction de notre économie et de notre tissu social français et de redresser la France, qui est une grande puissance dans le monde, qui a un pouvoir de rayonnement partout dans le monde, y compris culturellement, et qu'il faut quelqu'un, un homme d'État fort et sérieux qui soit à la tête de ce pays pour pouvoir inverser ce processus de destruction de la France aujourd'hui. Il faut bien comprendre que toutes les banques sont en faillite. Oui, toutes les banques. Alors pourquoi faire effondrer le système économique? Comme je vous l'avais annoncé en mars, pour calfeutrer les actions criminelles des financiers et banquiers qui ont généré la crise de 2008, laquelle nous ne sommes jamais vraiment sortis et jamais vraiment relevés d'ailleurs. Plus on crée de la monnaie pour aider les grandes banques et les grandes multinationales, moins l'argent a de la valeur. Aujourd'hui, l'euro ou les dollars sont sur le point de perdre toute leur valeur. Le climat des affaires en France est passé sous le seuil de la crise de 2008. Le PIB de la France a franchi le cap le plus bas depuis 1949. Le plus bas était en mai 1968, le temps où les Français n'avaient pas besoin de faire une demande et attendre une approbation pour manifester leur colère et leur désaccord dans la rue. Mais ça se traduit du coup par une vraie inflation que chacun vit aujourd'hui, mais qui passe inaperçue. Ici à Bali, par exemple, on a pris 35% dans la figure. C'est-à-dire que si je devais changer mon argent en euros par rapport à il y a 8 mois, je perdrais 35% de ma valeur initiale. Eh bien, sachez que l'inflation en France cette année, le vrai, est presque de 20%. Vous venez de perdre 20% sur votre argent, mais aussi sur votre épargne. Si vous stockez de l'argent liquide, avec des taux d'intérêt négatifs, il est clair que vous perdez de l'argent. Surtout qu'avec 20% d'inflation cette année en France,
Hein, la vraie, je parle de la vraie inflation, hein, fruits, légumes, etc. Hein, voilà. Donc vous imaginez, aujourd'hui on est en présence d'un taux négatif de 20%, moins 20. Je parle également pour nos spectateurs, hein, votre épargne c'est moins 20 avec l'inflation cette année. Hein, faites vos calculs. Voilà comment on vous retire vos fonds petit à petit et ça passe inaperçu. Il y a un objectif commun qui est de supprimer le cash et de tout passer en argent électronique avec la conséquence que cela va engendrer. Contrôle de nos comptes, de nos dépenses, analyse de nos comportements, ponction de nos salaires automatiques ou de nos amendes et j'en passe et des meilleurs. Il faut tout de même savoir que les banques ont supprimé 2000 distributeurs de billets en France en un an seulement. Puis la politique bancaire, c'est de commencer à programmer les clients, vous, moi, à ne plus avoir de contact avec leur banquier. Ou du moins, il faudra payer. Par exemple, à la BNP, il faut payer 600 € pour un professionnel par an pour pouvoir parler à un humain avec son conseiller. Sinon, on devra se contenter des machines automatisées. Et bientôt, ça sera aussi au tour des particuliers. La BNP, puisque nous étions sur la BNP. Je suis client de la BNP. J'ai besoin de conseils auprès de mon banquier. Des fois que ça serve. Oui, il peut rencontrer son banquier, ne serait-ce que pour de faire des virements à l'étranger, des choses comme ça, enfin, parce que ça peut être compliqué en ligne, il vous empêche de le faire et ainsi de suite, quoi. Alors, je veux un lien personnel. Voilà. Ça va m'en coûter 600 € par an. La BNP ne sait plus quoi faire pour faire payer les Belges suite à sa fusion avec la Fortis qui avait fait faillite. Hein, officiellement, c'est un rachat, je rappelle, en 2008. Et en ce mois d'août 2020, toujours au mois d'août, hein, toujours. Il faut croire que les licenciements massifs, les fermetures d'agences et surtout les hausses de tarifs n'ont toujours pas suffi à rendre la BNP Fortis rentable, obligeant BNP France, qui est donc à mettre la main au portefeuille. Du coup, la direction a décidé de passer, écoutez bien, à la vitesse supérieure au détriment des clients, évidemment. Notre lecteur qui gère plusieurs entreprises nous dit rien ne va plus dans les banques, c'est 600 € par an ou bien à la pièce via call center. Voici le message reçu ce jour. Alors, vous le verrez, c'est du 1er septembre 2020. BNP modifie son approche globale très proche. J'adore. BNP modifie son approche globale. Mais et le call center, approche globale, c'est 600 € pour ta gueule, quoi. Et le call center, c'est l'approche globale, c'est pour ta... Hein, voilà. Et le call center, il est certainement en Belgique. Oh, Madagascar ou l'île Maurice ou Dieu seul sait où, quoi, voilà. Alors que nous savons maintenant que le virus actuel n'est pas plus dangereux qu'une grippe, les chiffres nous le montrent. Avec 0,0001% de morts dans le monde, dû soi-disant à 100% au coronavirus depuis le début de la pandémie. Et aussi 0,0005% pour la France. Alors pourquoi faire traîner la pandémie ? Pourquoi renforcer les dispositifs de contrôle ? Pourquoi faire s'effondrer l'économie mondiale ? C'est la même technique qu'un magicien va utiliser pour vous faire un tour de magie. Il va vous montrer quelque chose sous vos yeux, vous laissant croire que vous faites un choix, et plus c'est gros, moins vous le voyez.